Audrey commence avec un courrier du cœur. Oh oui, il faut se mettre dans l'ambiance. Oui, allons-y. Vas-y. Alors, c'est un feuilleton. Un feuilleton auquel on a eu droit hier entre Donald Trump et ElonSk. Mais c'était une si belle amitié à une époque, là. Ils se sont trompés ou ils ont divorcé? Ben là, ils ont divorcé officiellement hier. Et écoute, ça a pété sur la place publique. Est-ce que c'était une réelle amitié, Mario? C'est la question qu'on peut se poser aussi dès le départ, parce qu'elle s'est terminée assez rapidement. Mais le soir des élections, alors que même les conseillers politiques les plus proches, les stratèges les plus proches, là, qui avaient aidé Trump à gagner, n'étaient plus dans la pièce. Là. Je me souviens des photos dans la nuit après la victoire. Elon Musk était avec les enfants, les petits-enfants de Donald Trump, était avec la famille, puis on le disait qu'on le considérait comme un membre de la famille. Oh oui. Il y avait quelque chose. Ben oui, mais est-ce que c'était... Ben, est-ce que c'était sincère? Il y avait je pense qu'il y avait un bout qui était sincère. En même temps, est-ce que c'est des gens tous équilibrés? Parce que là, c'est terminé pour de bon, selon ce qu'on voit, là. Là, c'est deux pays qui ont l'arme nucléaire. C'est deux pays qui ont l'arme nucléaire puis qui visent l'autre puis qui se disent « m'a tout détruire ». Mais c'est presque comme des enfants dans une cour d'école aussi, là. On s'attaque, on se réattaque. Hier, ils se sont attaqués tous les deux, des attaques cinglantes sur les réseaux sociaux. On peut peut-être juste écouter ce que Donald Trump disait. I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. Elon's upset because we took the EV mandate. He knew every aspect of this bill. He knew it better than almost anybody. And he never had a problem until right after he left. Donc, il n'y a jamais eu de problème avec la super loi, là, mais là... Là, il est déçu de Elon Musk. Ça tourne autour du projet de loi là, de Donald Trump. Elon Musk a dit qu'il s'en est pris à ce projet de loi fort. Après ça, Donald Trump a dit qu'il allait couper les subventions pour les véhicules électriques. Et là, il dit qu'Elon Musk est fâché à cause de ça. Donc, vraiment, là, c'était un enchaînement d'attaques sur les réseaux sociaux. Il a dit que le projet de loi allait plonger le pays en faillite, que les tarifs douaniers allaient mener le pays en récession aussi. Donc, vraiment, là, c'était un feuilleton. Mais moi, tu sais... Depuis le début, je l'ai dit ici à ce micro, sortez les extraits que ça allait mal finir. Pour moi, c'était écrit dans le ciel du point de vue des personnalités. Tu sais, je veux dire, c'est comme deux coqs de même dans le même poulailler, c'est sûr que ça allait mal tourner. Dans n'importe quelle relation, là, quand c'est trop passionnel, là, ouais, ça marche pas. C'est ça, c'était trop. Bon, mais ceci dit, moi, je pense quand même que... Puis je sais que des gens sont sceptiques en disant quand un gars est aussi riche, milliardaire, tout ça... Mais malgré sa richesse, moi, je pense qu'Elon Musk est sincère. Tu peux dire qu'il est détraqué, tu peux dire... mais il est sincère dans le sens que lui, quand il faisait campagne pour dire le pays est comme en faillite, ça prend des réformes majeures, faut couper les dépenses en fou, il était aucunement cynique. Là. Aucunement, c'était un jeu... Il était sur un power trip. Mm-hmm. Ça, c'est bien clair qu'il était... Il a été là, enivré de pouvoir, mais... Il croyait à ce qu'il faisait. Ah, complètement sincère et convaincu que... Puis, je veux dire, sur le plan des faits et des chiffres, Stéphane Bureau nous en parle tout. C'est incroyable, la dette des États-Unis. Là. C'est sûr qu'on se dit le pays est tellement riche, le pays produit tellement de richesses qu'à un certain point, il pourrait juste augmenter les impôts un peu. Les impôts sont si bas, ils pourraient rattraper leur dette. Mais dans les faits, c'est fou, la dette des États-Unis. Donc, Musk dit, nous, on est là, on se fait élire avec Trump, puis là, on va aller faire le ménage, puis on va aller... Donc, quand il voit le Big Beautiful Bill, mais tu sais, la loi, mais à fond, la loi, le Trump, il a donné un nom clownesque, mais c'était une loi pour, encore une fois, refinancer un déficit énorme, puis avoir les crédits budgétaires nécessaires, qui pour Musk doit être une trahison énorme. C'est comme l'échec de dire, OK, ben, on fait comme les autres, puis on dépense trop, puis on repart en déficit. Puis... Mais là, après, c'était les attaques, là, Jeffrey Epstein. Oui, sur la grosse bombe qui a sorti en fin de journée disant que Donald Trump, justement, faisait partie des documents concernant Jeffrey Epstein, puis c'était pour ça qu'il n'avait pas été rendu public. C'était des attaques personnelles. Un, c'est des attaques personnelles. Deux... T'es conscient que quand tu dis Jeffrey Epstein, puis t'es Elon Musk, un des plus suivis sur les réseaux sociaux, très suivi dans les milieux complotistes, dire le nom de Jeffrey Epstein, là, t'amènes toute l'histoire des pédophiles. C'est comme si ça fait des années que ces gens-là disent « fais ceci », puis c'est une affaire un peu débile, mais démocrate et pédophile. Puis là, tout à coup, c'est Trump qui serait dans ce bain-là. Là. Tu comprends? C'est Trump qui serait dans cette histoire-là. Alors, c'est vraiment comme... tu sais, t'as quelqu'un qui est dans une mer, là, pleine de requins,
Puis toi, t'arrives, puis tu verses du sang autour de lui. Là, t'as un pot de sang. T'as un pot de sang, puis tu verses ça autour de lui. Fait que Trump va avoir des dures semaines sur les réseaux sociaux. Et là, parce que t'avais quand même beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui étaient des fans de Musk et de Trump, qui les défendaient collectivement. Là, ces gens-là vont se diviser, peut-être. C'est ça. Mais tu prends pour qui, tu sais? Je pense qu'il y en a qui vont prendre... Les Trumpistes vont prendre pour Trump, mais je pense que ceux qui sont plus, mettons, les gens, là, très, très économie, nouvelle économie, techno, marché boursier, là, qui ont acheté des actions de Tesla, tout ça, eux, ils vont partir avec Musk, là. Pour eux, là, Elon Musk, il a raison, il voulait sauver le pays, et ces gens-là vont dire, Trump, il est juste un politicien comme les autres. Il a voulu se faire élire, il a utilisé... Mais ça, ces deux clans-là, est-ce que ça pourrait créer encore plus de tension? Ça pourrait être dangereux? Là, qu'est-ce que va faire Musk? Est-ce qu'Elon Musk pourrait se mettre dans la tête de créer un nouveau parti politique? Il a mis un sondage en ligne là-dessus, d'ailleurs, demandant s'il fallait créer un nouveau parti politique. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont répondu et 80% étaient d'accord avec lui, voulaient se ranger de son côté. Là, c'est... Puis parallèlement à ça, l'action de Tesla, parce que là, tu te rends compte que l'action de Tesla qui avait remonté, mais que pas les actionnaires, mais les investisseurs se disaient, tu sais, le fait d'être chum avec le président, d'être proche du président, c'est bon, là, tu sais, ça aide la compagnie. Là, l'action a pris toute une débarque. Toute une chute, là, 14,26 $284. Sans aucune nouvelle économique, c'est ce qui, avec juste une chicane avec le président, mais il y a rien. Les gens s'en prennent à Tesla, le vandalisme. On s'en prend directement à ce qu'il représente. On associe Elon Musk à Tesla Trump. beaucoup. Mais là, ça, il l'aura plus. Là, ça, il n'y aura plus ce problème-là. Oui, c'est ça. Mais ça a déjà joué beaucoup parce que pour les gens, Elon Musk, c'est le propriétaire de Tesla, donc on s'en prend aussitôt. Donc là, l'action en chute complètement. Plus de 150 milliards de dollars de valorisation qui se sont envolés. Donc, on verra comment ça va se passer. Là, il y a aujourd'hui sur les marchés, là, mais hier, à la clôture, c'était... Je vais aller voir, on va le regarder en direct. Dans le pre-market, là, les transactions d'avant-marché, qu'est-ce que ça dit chez Tesla ce matin? On va aller voir ça ensemble. Mais parce que des fois, quand ça descend trop en fou pour des raisons un peu... c'est ça, plus 5% ce matin. Il y a un bout du 14% que les gens, le lendemain matin, se disent on a peut-être exagéré la panique sur... parce que quand même, quelqu'un pourrait plaider ce matin que si Musk se retire de la politique, ça va être bon pour la compagnie. Oui, parce que ça avait fait baisser l'action de Tesla quand on a annoncé que Elon Musk allait être près de Donald Trump. Là, il se retire. Mais là, c'est la panique qui a fait réagir les investisseurs, mais est-ce que ça va changer? Moi, je m'attendais pas un nouveau parti, à un combat comme ça, si rapide. Tu sais, ça fait pas longtemps. Là. Non, puis c'est spectaculaire. Là. C'est fou, là. C'est quoi, c'est 5 mois à peu près? Là, c'était janvier, on est en juin, début juin, tu sais. Mettons, on pourrait dire novembre. Là, il était ensemble à l'élection. Mettons 6 mois. Ouais. Mais c'est parce que c'était... on l'a senti. La semaine passée, à par ailleurs, on annonçait cette conférence de presse en début d'après-midi de M. Musk et de M. Trump. Puis moi, je me souviens avoir dit, c'est parce qu'il y a de la tension entre les deux, là. Mais là, ils veulent finir ça dans l'harmonie, ils veulent pas finir ça dans une chicane. Fait qu'ils ont fait leur point de presse conjoint. Ça a quand même bien été. Il n'y a rien qui a pété pendant le point de presse. Mais là, cette semaine, Musk a recommencé à écrire. Là, avant hier, un petit peu plus hier, mais là, ça a pété. Moi, je vais suggérer une thérapie de gestion des émotions. Mais qui a essayé de calmer le jeu? Kanye West. Ah oui? J'ai même pas vu ça. Celui qu'on appelle Ye maintenant. Oui, il a marqué Bros, please know we love you so much. Donc, c'est ça qu'il a écrit. Arrêtez ça. C'est la voix de Dieu, lui, qui l'a convaincu. J'avais pas vu passer ça. Bon, toute une histoire à Montréal d'un sans-abri arrêté. Puis ensuite, on a découvert de qui il s'agissait. On a évité le pire, j'ai envie de dire, ce matin, Mario. C'est un sans-abri qui a été arrêté pour avoir menacé de faire sauter une bombe dans le transport en commun. Il s'appelle Mohamed Abdullah Warsameh. Il aurait déclaré la semaine dernière à un intervenant de la mission Oldbury dans la métropole, parce que c'est un sans-abri qui fréquentait la mission Oldbury, qu'il avait l'intention de commettre une attaque dans le but de tuer un grand nombre de personnes. Et là, il y a ces propos qui sont, inquiétants, mais ce qu'on a appris aussi, c'est qu'il avait été condamné il y a 15 ans à la prison aux États-Unis en raison de ses liens avec Oussama Ben Laden. Il a 51 ans, il a reçu un entraînement militaire dans un camp terroriste d'Al-Qaïda. Il a rencontré et assisté à des lectures d'Oussama Ben Laden. C'est n'importe quel clown qui dit « Moi, je vais tout faire sauter ». Tu peux prendre ça avec un grain de sel, dire « Regarde, c'est des paroles. » Mais quand tu sais qu'il a fait des camps d'entraînement d'Al-Qaïda, tu dis « OK. Il est peut-être sérieux. Ouais.
s'il décidait de le faire, il sait comment faire. Là, il est accusé de menace de mort pour l'instant. Il a comparu au palais de justice de Montréal, puis là, on va évaluer son état mental. Également, ça a été ordonné, mais c'est quand même assez inquiétant. Ce qui m'a frappé là-dedans, c'est il est à Montréal, lui. Donc, il est au Canada. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment? Non. C'est ça. Non, mais ça fait combien de fois que dans les nouvelles, on t'arrive à un personnage, là, ça, c'est le frère d'un dictateur, d'un sanguinaire, il a tué du monde. Il a été dans un camp terroriste. Ah bon, il est rendu chez nous. Bienvenue. Bienvenue au Canada. C'est bizarre. Je te dis que la pancarte, là, à l'entrée, là, bienvenue au Canada, nous, on est sérieux avec ça. Oui. C'est pas un jeu de mots. Là. Comment ça se fait que tout ce monde-là, t'es pire tout croche de la terre, terroriste, tout ça, puis sont au Canada. Bon, suite du procès de Gilbert Rozon. Oui, ça s'est poursuivi hier, ce procès au civil. On rappelle que Gilbert Rozon est poursuivi par 9 femmes qui l'accusent d'être un agresseur sexuel. Et là, il s'est un peu posé en victime hier. Il a dit que ces procédures-là, c'était une forme d'extorsion dans la foulée du mouvement « Moi aussi ». On en parlait hier que c'est rare qu'un accusé parle pendant les procédures, encore moins pendant un témoignage. Mais là, il s'est présenté aux médias comme ça. Il a dit qu'il avait tout perdu quand il y a eu des allégations d'inconduite sexuelle qui ont éclaté au grand jour en 2017. Il a dit que depuis, il avait fait face à une seule accusation criminelle et qu'il avait été acquitté. Il a rappelé aussi que les plaintes à la police des autres femmes n'avaient pas été retenues et a dit que, il y avait un procès au civil pour l'argent. Il a parlé aussi de son plaidoyer de culpabilité pour une agression sexuelle sur une croupière en 1998. Il a dit qu'il avait regretté d'avoir reconnu les faits. Il a fait ça à ce moment-là pour sauver son entreprise. Ça, c'est la partie la plus, je dirais, étonnante. Je suis pas avocat. J'ai toujours compris que quand tu fais un plaidoyer de culpabilité, c'est un aveu. Là. Je veux dire, c'est un aveu des faits. Bon. Là, après ça, tu peux dire, j'entends ce qu'il dit. Là, genre, là, j'ai plaidé coupable parce que là, ça raccourcissait l'affaire, ça simplifiait l'affaire, puis c'était pour sauver la compagnie. Puis sinon. Mais là, est-ce que tu peux. Je veux dire, mon feeling, c'est qu'il faut que tu y penses avant. Là. Est-ce que tu peux, des années après, dire, ouais, mais là, moi, j'ai plaidé coupable, mais j'étais pas coupable. Ouais. Puis, à la limite, tu peux toujours le dire à ton beau-frère dans un souper de Noël, mais est-ce que tu peux le dire à la cour, dire à la cour, ouais, là, moi, j'ai plaidé coupable, mais est-ce que devant le tribunal, là, c'est que ça. Tu peux dire, ouais, c'est plaidé coupable, mais pour des raisons d'affaires, pour des raisons autres, mais c'était pas vrai, je l'avais pas fait. C'est comme un petit peu un mystère pour moi, là. Ou est-ce que pour le tribunal, c'est comme, non, écoute, là, c'est dossier clos, là. T'as plaidé coupable, c'est un aveu. Moi, j'ai roulé des yeux, là. Ça m'a fait on est habitué à penser que, même, je veux dire, mettons, même, je simplifie ça, mais une contravention, là. Tu décides pour acheter la paix, tu penses que tu l'as pas fait, l'infraction, mais pour acheter la paix, tu dis, garde, 180$, je signe, j'envoie le paiement. Moi, j'ai toujours compris qu'en faisant ça, même si je l'ai pas fait, si je refuse d'aller contester en cours, je veux dire, j'inscris dans mon dossier que je l'ai fait. Puis il est pas niaiseux, là, dans le sens où, tu sais. Ouais, mais là, lui, en signant il met ça dans le contexte qu'il était responsable d'une entreprise, puis des employés, puis tout ça, plus grand que lui. Enfin, c'est une histoire un peu complexe, mais c'est une tournure que prend ce procès-là. C'est comme espèce de victimisation. Oui, bien exactement. Il se pose un peu en victime. Puis là, il y a le comédien, metteur en scène Serge Portigo qui, lui, a témoigné par visioconférence. Il a dit qu'il avait témoigné non pas par choix, mais par obligation, qu'il y avait été assigné. Il est venu dire qu'il n'avait jamais été témoin de gestes déplacés de la part de Gilbert Rozon. Donc, voilà. Et Audrey, la session parlementaire se termine aujourd'hui à Québec. Il y a encore un petit peu de mystère sur est-ce que c'est une journée qui pourrait être marquée par un bâillon, donc pour faire passer dans les dernières heures avant de partir pour l'été, de faire passer les quelques projets de loi. Oui, notamment le projet de loi 69 sur la réforme du secteur énergétique. Là, aujourd'hui, fin de session, donc c'est la journée où les chefs vont faire leur bilan à différentes heures de la journée. Là, ça commence très tôt, là, à 7h45 avec le Parti libéral du Québec. Et là, on se demande si effectivement il y aura bâillon pour adopter ce projet de loi sur la réforme énergétique. Ça avait été déposé par le super ministre démissionnaire, Pierre Fitzgibbon. Et là, c'est Christine Fréchette qui a hérité du dossier. L'opposition déplore l'ajout de nouveaux amendements à ce projet de loi. Et selon le gouvernement Legault, Hydro-Québec pourrait doubler sa production d'électricité si la réforme est adoptée. Donc, on va suivre ça au courant de la journée.
Il y a des gens qui se mobilisent en soutien à Mario Pelcha. Oui, il y a une pétition qui a été lancée sur le web. En fait, ils ont dépassé les 16 000 signatures. Là, ils se rapprochent tranquillement des 17 000 signatures. C'est sur change.org. Pour un Québec juste, appuyons Mario Pelcha et la tenue de spectacles en milieu agricole. On se rappelle que la CPT-AQ lui a interdit de faire des spectacles sur son vignoble cet été avec une salle de spectacle fermée de 250 personnes. Ce qu'on mentionnait, c'est qu'ils ont peur que les spectacles dépassent finalement tout ce qui est agriculture puis que ce soit davantage pour ça que les gens se déplacent. Donc, les gens ont voulu se mobiliser. Il y a eu plusieurs appuis sur la place publique. Il y en a certains, par contre, qui ont ajouté une espèce de bémol en disant, à cause de ce qui s'est passé avec Mario Pelcha sur la place publique, avec son domaine Pelcha, le Maître Auger, nous, ça nous donne les contre-coups que c'est plus difficile d'aller de l'avant. Il y a certains vignobles qui offraient, par exemple, des jeudis spectacles gratuits et eux autres, ça passait pendant l'été, mais là, ça a été plus difficile à cause de cette histoire-là. Il y en a qui ont décidé de rester anonymes et qui disaient, là, moi, cette année, j'ai un vignoble dans les Laurentides, mais là, avec ce qui s'est passé, je ne mettrai pas de spectacle dans ma grille cette année. Cela dit, ce n'est pas qu'à cause de la déclaration de Mario Pelcha, c'est aussi parce que c'était pas rentable de faire des spectacles sur mon vignoble. Il y avait cet aspect-là. Il dit c'était zéro payant, puis moi, j'avais pas je reprends ces mots, setup de Mario Pelcha. Donc, c'est une histoire qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Mario Pelcha qui avait émis un communiqué cette semaine pour dire qu'il allait maintenir tout de même ses spectacles. Qui, pour l'instant, ne veut pas donner d'entrevue, étant donné que l'histoire est judiciarisée, un bout qui est devant des tribunaux. Il ne veut pas se mettre les pieds d'un plat. Ouais, ses avocats, c'est sûr que ses avocats doivent lui conseiller. Si tu veux régler ça devant les tribunaux, ben, va pas toi dire toutes sortes de choses sur la place publique. Je trouve ça curieux quand même de l'entendre. Il était très émotif, là, à peu près à pareille date l'an dernier, lorsqu'il commentait ça. Là. Ben, ça coûte cher. Après, l'année passée, on se disait, c'est une paperasse. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de documents à remplir. C'est peut-être juste une affaire qui avait mal fait ou trop dernière minute. Puis là, tu te dis un an plus tard, c'est toujours pas réglé. Quand même, ça peut être une belle façon de promouvoir l'agriculture que de mêler les spectacles aussi. Ça permet d'aller visiter nos régions du Québec. C'est souvent, quand tu vas dans un vignoble, on en parlait, c'est de la route. Là, tu veux rester là un bout, tu veux faire de la rétention. Je pense à Maison Lavande, entre autres. Les autres, ils ont leur champ de lavande, leurs produits. Tu peux manger là avec un pique-nique, mais ils ont des spectacles. Les autres aussi, les jeudis, ça te permet de rester là une grande journée de temps. Ça aussi, je trouve que ça fait partie des offres qui se démarquent. Ouais. Oui, puis c'est tellement difficile dans ce domaine-là parce que, tu sais, partir un vignoble au Québec, là, t'es dépendant de la météo, puis c'est des coûts. Oui, puis les premières années, pendant combien? Faut que les reins solides en partant parce que les premières années, là, tu plantes des vignes. La première année là, que tu plantes des vignes, t'es loin de faire une bouteille de vin. Là. T'es loin. Fait qu'avant d'avoir tes premiers revenus, de vendre tes premières caisses de vin, puis tu sais, c'est des années. Donc, enfin, c'est pour moi, ça reste une histoire là, qui est bien malheureuse.